Je vais vous présenter Shojiro Kotegawa. Il est docteur au Japon, il travaille sur Lévinas avec la théorie de la raison chez Lévinas. Il est maintenant maître conférence à l'université Kokugakuin, ça se dit comme ça. Et le titre de sa présentation, c'est Représentation et vérité. Je lui donne la parole. Merci. Je vous remercie pour cette présentation et je remercie l'organisateur pour l'invitation à ce colloque. Je commence. On souligne souvent que Lévinas oppose la représentation à l'altérité d'autrui. En effet, il caractérise la représentation comme détermination de l'autre par lui-même et il insiste sur le fait que le face-à-face avec autrui est irréductible à la représentation d'autrui et soustrait à la vérité comme adéquation de l'être à la représentation. Cependant, si l'on insiste exagérément sur cette opposition, on court le risque de négliger le fait que l'auteur de totalité et infini donne à la représentation un rôle positif dans le rapport à autrui, et par là essaie de redéfinir la vérité comme, selon l'expression de Lévinas, modalité de la relation entre le même et l'autre. Cette intervention essaie de mettre au clair le rôle positif de la représentation chez Lévinas et de réévaluer la notion lévinasienne de vérité en remontant à la notion husserlienne de vérité. Et comme on le sait, Lévinas, dès le début, ne cesse de critiquer la réduction de tous les actes, y compris ceux de volonté, de désir, d'affection, à la représentation, laquelle réduction nous empêche de dégager la spécificité de chaque acte. Cette attitude phénoménologique ou anti-réductionniste conduit Lévinas dans Totalité infinie à distinguer le rapport à autrui de la représentation. Je cite la citation 1. La relation métaphysique avec d'autrui ne saurait être à proprement parler une représentation, car l'autre s'y dissoudrait dans le même. Selon Lévinas, la représentation détermine unilatéralement l'autre, c'est-à-dire réduit son altérité à la forme adéquate au sujet représentant, de sorte qu'elle ne nous laisse plus que la notion de vérité comprise comme adéquation de l'autre au même. On peut donc dire que la représentation d'autrui s'oppose au face-à-face avec autrui et que la vérité métaphysique, comprise par Lévinas comme respect de l'être, au contraire de la vérité phénoménologique, repose sur l'inadéquation de la conscience à l'égard de l'autre. Cependant, une telle présentation demeure insuffisante et fourvoyante. C'est que non seulement elle suscite beaucoup d'objections que Husserl aurait pu adresser à Lévinas, mais aussi qu'elle rend difficile à comprendre la prudence avec laquelle Lévinas traite de la représentation et donne le rôle privilégié à la représentation dans la relation du moi avec autrui. Je cite la citation 2. La représentation ne constitue certes pas le rapport originel avec l'être, elle est cependant privilégiée, précisément comme la possibilité de se rappeler la séparation du moi. Fin de citation. Pour comprendre exactement ce que Lévinas essaie de faire par la reformulation de la notion de représentation, il faut d'abord remonter à l'analyse husserlienne de la représentation. Surtout, c'est dans les recherches logiques que Lévinas a en tête lorsqu'il traite de la représentation. Dans les recherches logiques, la représentation désigne l'acte objectivant par lequel, je cite, quelque chose devient objectif pour nous dans un certain sens étroit. L'acte objectivant ne consiste pas à objectiver tel ou tel acte, par exemple le souhait, en lui superposant la représentation de l'acte en question, représentation de souhait, mais bien plutôt à lui fournir la matière, c'est-à-dire ce qui est visé par l'acte, la chose souhaitée. Il faut noter ici
que la matière ne se confond pas avec l'objet réel qui est transcendant à l'acte. Pour mieux comprendre cette distinction entre la matière et l'objet réel, prenons l'exemple du canard lapin de Jastrow. Voyons cette illustration bien connue. Face à cette illustration, on voit tantôt un canard, tantôt un lapin. Ces deux expériences sont l'une et l'autre une expérience intentionnelle dont les contenus sont différents. Cette différence ne tient pas à la figure physique, mais à notre expérience. C'est-à-dire, ce qui est visé par l'acte de voir. Cet élément inhérent à notre expérience, plutôt qu'à l'objet réel, est constitutif de la différence des expériences à l'égard d'un même objet. On Husserl le nomme la matière. Selon Husserl, lorsqu'on perçoit telle ou telle chose, on ne voit pas seulement des données sensibles, mais aussi, grâce à la matière, on détermine en tant que quoi l'objet réel est appréhendé. Autrement dit, sans la matière qui nous permet de percevoir l'objet réel comme telle ou telle chose, nous ne pouvons percevoir aucun objet. Deuxième point important, c'est que, comme l'a déjà remarqué Levinas avec justesse dans son premier ouvrage, l'adéquation telle que Husserl la propose n'est pas une simple correspondance entre le sujet et l'objet, mais l'identité entre deux objets, plus précisément leur matière, c'est-à-dire d'un côté l'objet tel qu'il est visé par l'intention de signification, et d'un autre côté l'objet tel qu'il est vu dans l'intuition. Donc dans l'emplissement de l'intention de signification, l'objet n'est pas simplement donné, mais donné selon ce que l'intention de signification en vise, donné en réponse à l'intention. De là, on peut prévoir assez facilement que Husserl aurait pu objecter aux critiques lévinasiennes mentionnées ci-dessus. Premièrement, si le face-à-face avec autrui se trouve si opposé à la représentation d'autrui qu'il est incompatible avec elle, comment rencontrer cet autre sans aucune matière, sans appréhender aucune identité d'autrui? Pour rencontrer autrui, il est nécessaire que celui-ci nous apparaisse et donc qu'il soit visé à travers la représentation de la matière, quoi qu'elle soit. Par exemple, l'homme ou la femme, ou le familier ou l'étranger. Ou tout au moins, il est nécessaire qu'il soit en droit possible de se représenter la matière par laquelle l'autre nous apparaît. C'est un type d'objection adressé à plusieurs reprises à Levinas depuis Violence et métaphysique de Jacques Derrida. Deuxième objection, c'est si la vérité au sens lévinasien repose sur l'inadéquation de la conscience à l'égard de l'autre et perd le caractère d'être donné en réponse à l'intention de signification, comment et pourquoi l'appeler encore vérité? Il est difficile d'imaginer que Levinas ne prévoit pas ces objections, car, comme on l'a déjà vu, c'est Levinas lui-même qui comprend mieux que d'autres contemporains la radicalité de la phénoménologie husserlienne. Pour réévaluer la formulation de la représentation et de la vérité dans totalité infinie, il nous faut donc rechercher des réponses de Levinas à de telles objections husserliennes. C'est ce que nous allons essayer dans ce qui suit. Donc je passe à la troisième partie de cet exposé, représentation et vérité dans totalité infinie. Premièrement, il convient de se demander si le face-à-face avec autrui, opposé par Levinas à la représentation, est incompatible avec elle. Pour répondre à cette question, il faut prêter attention au fait que, dans totalité infinie, le face-à-face s'identifie au discours au sens de l'interlocution avec autrui, et que cet autre est avant tout celui qui me parle et à qui je parle, plutôt que celui que je me représente, ou celui dont je parle. L'idée de Levinas est tout à fait simple.
le rapport interlocutoire à autrui se distingue du rapport représentationnel à autrui, car le premier consiste à entendre ce qu'il me dit et à lui répondre, tandis que le dernier consiste à se représenter ce qu'est cet autre. Or, le rapport interlocutoire à autrui comporte deux sortes de paroles. Donc, la parole adressée par autrui à moi et inversement la parole adressée par moi à autrui. Ces deux paroles jouent des rôles différents dans l'argument de totalité infinie. Nous allons examiner chaque parole pour préciser en quel sens ces deux rapports sont incompatibles et compatibles en un sens. Premièrement, la parole adressée par autrui à moi est liée à la distinction établie dans la première section de totalité infinie entre le phénomène et le donné. Le phénomène désigne l'apparition dont il n'y a personne qui me demande si elle est vraie ou fausse et envers laquelle je suis permis de ne pas exprimer mon attitude. Par exemple, l'expression « il me semble que » est souvent employée pour suspendre ma propre attitude et pour ne pas prendre la responsabilité de ce que je dis. À cet égard, le phénomène demeure équivoque au sens où il est soustrait à la vérification. Selon Levinas, c'est la parole adressée par autrui à moi qui fait du phénomène le donné concernant ce dont il s'agit entre moi et autrui. Citation 3, je cite, « La parole instaure seulement la communauté en donnant, en présentant le phénomène comme donné, et elle donne en thématisant. » Fin de citation. Comme l'a noté Jean-Michel Solansky dans son article intitulé « L'épistémologie de totalité infinie », celui qui me parle devient le principe du phénomène, qui m'impose d'exprimer mon attitude envers ce qui est visé par autrui et de la justifier envers autrui. Par exemple, si quelqu'un m'a demandé « tu as un stylo ?» il ne suffit pas de dire que « il me semble qu'il y en a un », mais de justifier ce que je dis. Je cite, citation 4, « Autrui, le signifiant se manifeste dans la parole en parlant du monde et non pas de soi. Il se manifeste en proposant le monde en le thématisant. » Fin de citation. Celui qui me parle est celui qui me parle du monde, qui le thématise et à propos de quoi il me demande de lui répondre. Celui qui me parle, étant le donateur du donné, ne s'identifie pas à celui dont on parle, c'est-à-dire celui donné est thématisé dans notre conversation. Certes, on peut comprendre la parole d'autrui en le déterminant sur tel ou tel aspect, par exemple sa nationalité et son métier. Cependant, cette compréhension qui provient de la représentation de ce qu'est le destinateur se distingue nettement de ce que Levinas entend par le discours, qui, avant de se représenter tel ou tel aspect d'autrui, commence par l'accueil d'autrui comme tel. Plus concrètement, on peut comprendre cette distinction comme la distinction entre deux points de départ d'où l'on entend la parole d'autrui. D'une part, on comprend ce qui est dit par autrui à partir de la représentation de ce qu'est le destinateur. Par exemple, lorsqu'un étudiant français dit que manger de la baleine est immoral, je peux comprendre ce qu'il dit à partir de la culture européenne à laquelle il appartient. Je comprends, en l'occurrence, ce discours à partir de la représentation d'autrui, en disant par exemple que parce qu'il est un étudiant français, il appartient à la culture européenne, il dit cela. À cet égard, compris comme un particulier de genre étudiant ou français, autrui ainsi que son discours est donné à mon cadre de la compréhension. D'autre part, dans le face-à-face avec autrui, je reçois son discours non pas comme ce que je peux comprendre indépendamment de la présence d'autrui,
mais comme ce qui m'est donné par autrui lui-même, à savoir par celui qui est précisément autre que moi. Autrui en tant qu'autre est l'interlocuteur qui ne m'est pas donné, mais qui me donne le sens de son discours, c'est-à-dire qui me demande de l'entendre autrement que je le comprends dans mon cadre. Même si j'ai une opinion inverse à la sienne, par exemple manger de la baleine n'est pas immoral, je n'ai pas encore ma propre opinion à propos de ce qu'il dit. Une fois que je rencontre la présence d'autrui et l'accepte comme l'interlocuteur, je reçois d'autrui quelque chose que je ne peux pas comprendre, mais qui met en question mon cadre de la compréhension à propos de manger, baleine, immoral, etc. Cela ne veut pas dire que je dois être d'accord avec autrui ou voir les choses d'un point de vue d'autrui, mais que je dois accueillir autrui comme tel, en entendant ce qu'il dit autrement que je le comprends. On peut donc dire que le face-à-face avec autrui est incompatible avec la représentation d'autrui dans la mesure où ces deux rapports à autrui ne peuvent pas coexister en même temps. Car si l'on comprend la parole d'autrui à partir de la représentation d'autrui, cela équivaut à renoncer à l'entendre à partir de la présence d'autrui comme tel. Donc je passe à la parole adressée par moi. Donc, passer à l'envers de résumé. Cependant, cela ne veut pas dire que le face-à-face avec autrui est absolument incompatible avec la représentation. En réalité, la représentation est requise par le face-à-face. Ce n'est pas que le face-à-face avec autrui s'appuie sur la représentation d'autrui, mais que le rapport interlocutoire à autrui s'établit à travers le contenu d'interlocution, c'est-à-dire à travers la représentation du monde. Tandis que le rapport interlocutoire et le rapport représentationnel sont, comme on vient de le dire, deux façons différentes de se rapporter à autrui. Le destinataire de l'interlocution et le contenu d'interlocution sont deux éléments qui constituent une et même interlocution. On ne peut parler à autrui qu'à travers ce dont on parle. Et ce dont on parle est bien l'objet de la représentation. C'est pourquoi, dans Totalité infinie, le face-à-face avec autrui s'identifie à la parole à propos du monde. Je cite, 5e citation. La vision du visage ne se sépare pas de cette offre qu'est le langage. Voir le visage, c'est parler du monde. Fin de citation. De ce point de vue, nous allons passer à la parole adressée par moi à autrui et mettre au clair le rôle positif de la représentation. Dans la deuxième section de Totalité infinie, se référant à la notion husserlienne de représentation en tant que l'acte objectivant, Levinas commence par caractériser la représentation par 3 traits suivants, c'est-à-dire l'unilatéralité, la séparation d'avec le monde et l'instantanéité. L'unilatéralité veut dire que la représentation détermine l'autre sans se déterminer par l'autre. Même si ce n'est pas le sujet représentant, mais l'objet de la représentation qui lui offre de nombreuses possibilités de se représenter cet objet ne saurait déterminer par lui-même comment il est représenté. Donc, rappelons encore une fois l'exemple du canard d'abord. Deuxième point, séparation d'avec le monde. Le sujet représentant qui ne se détermine pas par l'extérieur est donc séparé du monde. Dans la perspective idéaliste, cette séparation tient au sujet transcendantal qui se représente le monde extérieur sans occuper un certain endroit dans le monde, qui, selon l'expression de Levinas, se dissout dans l'œuvre qu'il comprend et entre dans l'éternel. Troisième point, instantanéité.
La représentation unilatérale n'est pourtant pas opérée par une volonté d'emprise ni par une mauvaise intention. Elle surgit indépendamment de la volonté ou du propos du moi. Selon l'expression de Levinas, elle surgit spontanément. À cet égard, la représentation ne repose pas sur le présent, se juxtapose avec le passé et le futur, mais sur l'instant qui met à distance vis-à-vis de tel ou tel passé et de tel ou tel présent. Et recueillir d'événements temporels dans lui-même sans se poser dans le cœur du temps. Après avoir indiqué ces trois traits de la représentation, Levinas essaie de remanier la notion de représentation en mettant ces trois traits en relation avec trois éléments qui se distinguent chacune à leur manière de la représentation, c'est-à-dire la jouissance, la maison et le discours. Donc, premièrement, comme on le sait dans son analyse de la jouissance, Levinas montre que ce dont on jouit supporte l'activité de la représentation avant que la représentation en fait l'objet. Comme l'a bien remarqué Raoul Moatti, l'objet représenté n'est donc pas exclusivement reconductible à son statut de représenté. À cet égard, la détermination représentative de l'autre n'est qu'une prétention. Je cite, station 6. La représentation est conditionnée. Ta prétention transcendantale est constamment démentie par la vie, d'or est déjà implantée dans l'être que la représentation prétend constituer. Mais la représentation prétend après que se substituer à cette vie dans la réalité, de constituer cette réalité même. Fin de citation. Tout en s'appuyant sur ce dont il jouit, le sujet représentant prétend s'en délivrer et prétend que la chose est telle qu'elle est représentée par lui. Cette prétention, qui peut être une simple illusion, constitue un des caractères constitutifs, non pas négatifs, mais positifs de la représentation. Car, d'une part, c'est cette possibilité pour le sujet représentant de prétendre se délivrer de sa condition qui, à la fois, lui permet et lui impose de se représenter le monde de son propre point de vue. D'autre part, c'est parce que la représentation n'est qu'une prétention dépourvue de la conviction et de la certitude qu'elle requiert sa justification. Ainsi, l'unilatéralité de la représentation est nous définie comme la prétention qui vient d'un sujet représentant et requiert sa justification. Deuxième point, à l'abord de l'interprétation idéaliste de la séparation d'avec le monde, comme coupure abstraite dans l'espace, Levinas vise à concrétiser la séparation en la renvoyant à la maison. La maison où ma famille, où la chose familière m'accueille et me rassure, représente le domaine privé qui me permet de me retirer du monde et de me recueillir. Selon Levinas, ce domaine privé est indispensable pour la représentation, car pour se représenter le monde, il faut se séparer du monde qu'on se représente. Et pour que, tout en se séparant du monde, on se représente le monde, il faut que du monde où l'on ne cesse de subir des influences extérieures, on se retire dans le domaine privé d'où on aborde le monde sans y s'engager. Cite station 7. La possibilité d'une représentation constituante, mais qui déjà repose sur la jouissance d'un réel tout constitué, désigne le caractère radical de déracinement de celui qui s'est recueilli dans une maison où le moi, tout en baignant dans les éléments, se place en face d'une nature. Fin de citation. Ainsi, la séparation du sujet représentant n'est plus une simple abstraction. Elle s'avère être accomplie par le recours au domaine privé, qu'il soit littéralement la maison ou non. Cette observation contribue
à repenser le rôle privilégié que joue le domaine privé dans l'activité de la représentation. Troisième point, l'instantanéité de la représentation qui met à distance vis-à-vis du cours de temps aboutit à la possibilité de remonter, dans l'expression de Lévinas, en amont à contre-courant, c'est-à-dire la possibilité de remonter au-delà de son origine et de mettre la distance vis-à-vis de soi-même. Selon Lévinas, cette essence critique de la représentation, qui consiste à se mettre en question par soi-même, s'accomplit par la mise en question du même par autrui. Je cite citation 9. La représentation tire sa liberté à l'égard du monde qui la nourrit de la relation essentiellement morale avec autrui. Fin de citation. Pourquoi la représentation tire-t-elle sa liberté de la relation avec autrui? Car pour me représenter les choses, c'est-à-dire voir les choses en elles-mêmes, il faut que je puisse voir les choses par-delà mes vues bornées. Et pour ce faire, il faut que je rencontre autrui qui met en question mon préjugé ou ma façon de penser et me demande de penser autrement que je le faisais. C'est cette mise en question de moi par autrui qui pousse l'essence critique de la représentation à l'extrême. Autrement dit, la mise en question de moi par autrui a le cœur à ma capacité de me représenter moi-même de façon autocritique. C'est ainsi que Lévinas replace la représentation dans la relation entre humains avec autrui et il lui donne le rôle tout à fait positif, c'est-à-dire le rôle d'exposer les choses de mon propre point de vue à autrui qui met en question ma façon de penser. Pour conclure, esquissons très brièvement une nouvelle perspective de la vérité que Lévinas a ouverte par cette redéfinition de la représentation. Je cite la citation 10. Autrui n'est ni initialement ni ultimement ce que nous saisissons ou ce dont nous faisons notre thème. Mais la vérité n'est ni dans le voir ni dans le saisir, mode de la jouissance, de la sensibilité et de la possession. Elle est dans la transcendance où l'extériorité absolue se présente en s'exprimant dans un mouvement qui consiste à répondre et à déchiffrer à tout moment les signes mêmes qu'elle délivre. Fin de citation. Pour Lévinas, la vérité consiste d'une part dans la parole d'autrui qui met en question mon cadre de la compréhension. Cette mise en question se réalise par la thématisation opérée par autrui du donné, à propos de quoi je suis obligé d'exprimer mon attitude et de répondre à autrui. Ainsi, la parole adressée par autrui à moi me déplace dans le contexte où mon attitude ou ma réponse devient nécessairement vraie ou fausse. D'autre part, la vérité consiste dans la parole adressée par moi à autrui. Car c'est par ma propre réponse à autrui à propos de données que je peux me justifier envers autrui. Cette réponse comporte la représentation comme son contenu vérifiable. Peut-être on peut l'approcher cette nouvelle perspective lévinasienne de la théorie austinienne de la vérité, qui s'appuie sur la représentation, c'est-à-dire se représenter à quelqu'un d'autre, plutôt que de la théorie freudienne de la vérité qui s'appuie sur l'auto-représentation, à savoir se représenter à soi. Préciser et réévaluer cette nouvelle perspective lévinasienne en la mettant en relation avec de telles traditions analytiques, ça sera notre tâche à venir. Je vous remercie.
Merci Shojiro pour cette présentation détaillée, minutieuse. Je laisse la parole au public pour quelques questions. On a encore une bonne dizaine de minutes. Merci pour laisser le temps pour le public. Merci beaucoup pour ta conférence qui était vraiment très claire et en plus très instructive en montrant comment la notion de représentation, comme on dit, joue le rôle important dans la notion de vérité. Et en plus, en articulant cette notion de vérité à partir de discours, du sens, maison, discours. Et ma question ne concerne pas en fait cette partie de ta conférence, mais plutôt puisque tu as commencé à partir de Husserl en opposant Lévinas à Husserl. Et je me suis demandé, puisque par exemple au début tu as dit que la notion d'élimination de Lévinas repose sur une éducation. Oui. Une indication de conscience à l'égard de l'autre, et c'est ce qui est écrit ici. Et par contre, tu as opposé à ça la représentation chez Husserl en disant que c'est une identification de. Ici, c'est que l'objet tel qu'il est visé et l'objet tel qu'il est vécu ou vu. Et je ne suis pas sûre qu'on peut opposer comme ça, puisque Husserl, comment dire. Comme on sait, si Husserl, la notion d'évidence apodictique, ce n'est pas évidence adéquate, mais c'est inadéquate. C'est-à-dire, il y a, chez lui, il y a une certaine, comment dire, théorie de la vérité qui ne s'appuie plus sur la adéquation, mais justement, pas, comment dire, sur inadéquation. Tout simplement, je me suis demandé si on peut, comment dire, opposer comme ça Lévinas et Husserl. Merci pour votre question. Votre question, c'est l'évidence apodictique telle que Husserl la propose n'est pas compatible avec ce que Lévinas veut dire la vérité. Est-ce qu'on n'est pas déjà au-delà de l'adéquation chez Husserl? C'est pas ça? Oui, je suis d'accord avec eux du point où l'évidence apodictique signifie certaines inadéquations, mais je pense que cette inadéquation est ce que on ne peut pas douter, c'est l'apodictique. Mais je pense que ce que Lévinas veut dire par l'inadéquation n'est pas la même chose que ça. Mais il faut et dans cet exposé, je ne porte pas sur cette inadéquation parce que il y a beaucoup de choses à discuter, mais donc je ne peux pas répondre maintenant. Là, tu as parlé de la mise en question par autrui dans ce processus de la représentation. Alors, si j'ai bien compris, je ne suis pas sûr, mais si j'ai bien compris ce que tu as dit, cette mise en question, ça veut dire c'est la mise en question de tes préjudices, c'est ça? Mais tu ne penses pas que c'est le seul fait de se mettre en question qui vient d'autrui? Avant même de savoir le contenu, si c'est le préjugé ou j'ai l'impression que cette mise en question dont tu parles, c'est encore à l'intérieur de l'ontologie. Il faut que le critique, le fait que le savoir se critique d'emblée, avant de savoir pourquoi il se critique, c'est ça qui, il me semble, vient d'autrui chez Lévinas. D'accord. Je ne sais pas. Merci pour votre remarque qui me semble très importante. Et je suis d'accord avec vous sur le point que ce que Lévinas peut dire, la mise en question, n'est pas la mise en question de mon préjugé. Et parce que si je peux m'apercevoir c'est le préjugé, on peut critiquer soi-même
et ça suffit, je pense. Donc il ne faut pas la mise en question par l'autre. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que si on ne peut pas s'apercevoir, si on ne peut pas trouver le préjugé, c'est la mise en question par autrui qui me permet de percevoir ce préjugé. Donc, je pense que c'est ce que je veux dire. Merci. Oui, donc comme d'habitude, j'ai beaucoup aimé l'exposé pour sa clarté lapidaire et pour le fait qu'il fait l'exploration d'un problème de façon précise et tout à fait satisfaisante. Et en fait, on peut résumer le résultat de l'intervention en disant que ce que vous avez montré, c'est que en utilisant une partie de la relation éthique, on peut comprendre l'émergence d'une autre notion de la vérité. On part d'une notion de la vérité qui est simplement la notion d'adéquation, prise dans sa version husserlienne, hein, mais bon, c'est pas la seule. Et on arrive à une autre notion de la vérité, où la vérité, ça qualifie une espèce de dynamique de l'économie critique du dialogue, qui est l'économie critique de l'échange des représentations. Et au fond, la vérité, elle a deux phases fortes, qui sont d'une part le moment où autrui décale mon préjugé, parce qu'il m'apporte quelque chose que je dois écouter. Ça, c'est effectivement une dimension de la relation éthique. Et deuxièmement, quoi que je dise et qui émerge comme prétention depuis ma séparation, j'ai à le justifier par rapport à autrui. Donc c'est les deux moments qui vont être les porteurs de la nouvelle notion de vérité, qui est une notion de vérité qu'on peut qualifier des vérités de l'économie critique, de l'échange des représentations dans le dialogue. Donc tout ça, je vais juste le résumer pour montrer que j'avais écouté. Et donc je trouve ça très bien. Mais ce qui est frappant, c'est que ce que vous utilisez là-dedans, c'est juste une moitié de la relation éthique, c'est-à-dire c'est la moitié de l'écoute, et c'est pas la moitié du secours. Du secours, qui est autrui et détresse que je dois secourir. Et donc j'étais juste pour pointer qu'il reste ça dans le Lévinas. Je suis d'accord avec vous, tout à fait. Et, est-ce que je peux dans cet exposé, j'insiste sur la continuité, une certaine continuité entre la représentation et ce que vous avez appelé la nouvelle notion de la vérité. Parce que s'il n'y a pas de... Par exemple, s'il n'y a pas de l'essence critique de la représentation, on ne peut pas aboutir à la nouvelle notion de la vérité. C'est ce que je veux insister sur. Mais le reste, ce que vous avez sur ce que vous avez dit, je suis tout à fait d'accord. Merci.